Le sommet du G8 s'achève sur un résultat mitigé et sous haute protection. Alors à quoi rime encore ce genre de réunion? Jacques Attali, l'ancien conseiller spécial du président français François Mitterrand, est cette semaine l'invité de Mise au Point. Jour pas trop tranquille à Heiligendamm. La petite station balnéaire allemande accueillait la 33e édition du G8, le sommet des dirigeants des pays les plus riches de la planète. Pour séparer les leaders des manifestants, 16 000 policiers ont été mobilisés, du jamais vu en Allemagne depuis la Deuxième Guerre mondiale. Un mur de 12 km de grillage a même été érigé, ce qui, en ex-Allemagne de l'Est, rappelle de bien mauvais souvenirs. Et tout ça pour déboucher, comme à chaque fois ou presque, sur un communiqué final riche en belles phrases et en promesses, mais sans grand résultat concret. En 1975, le premier sommet organisé par Valéry Giscard d'Estaing à Rambouillet se voulait une rencontre informelle, quasiment au coin du feu, entre leaders des 6 grandes démocraties. Les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Japon et l'Italie. Le Canada puis la Russie rejoindront plus tard le club très fermé du G8. Les sommets annuels sont vite devenus des événements hyper médiatisés suivant un rituel désormais immuable. Les dirigeants sourient, les manifestants manifestent et les casseurs cassent. En 2001, le sommet de Gênes tourne au drame avec la mort d'un manifestant altermondialiste. Quant aux Suisses, ils ne sont pas prêts d'oublier le G8 d'Évian en 2003, avec des milliers de policiers déployés dans Genève et des casseurs déchaînés dans le centre-ville. Entre 1981 et 1991, Jacques Attali a vécu 11 de ces sommets mondiaux de l'intérieur. Il fut en effet le Sherpa de François Mitterrand. Sherpa, c'est le surnom donné aux conseillers spéciaux des présidents chargés de préparer ces réunions. Né en Algérie il y a 64 ans, Jacques Attali est l'un des plus beaux fleurons des grandes écoles et de la méritocratie française. Diplômé de l'Institut d'études politiques, de Polytechnique, de l'ENA, de l'École des Mines, docteur en sciences économiques, professeur d'université. Il fut tour à tour militant socialiste, Sherpa du président et directeur de la BIRD, la Banque pour le développement des pays de l'Est. Je rentrais chez moi. Mais il a aussi dirigé un orchestre et écrit 2 chansons pour la légendaire Barbara. Il a prononcé l'oraison funèbre de son ami Coluche. En souvenir de tes débuts, contre la bêtise et la mesquinerie. Et puis surtout, Jacques Attali a écrit des contes pour enfants, du théâtre, des romans, des essais. Plus de 40 livres au compteur et 6 millions d'exemplaires vendus. D'une biographie de Blaise Pascal à celle de Karl Marx, d'un pavé sur les années Mitterrand à un essai sur les Juifs et l'argent ou à son dernier livre, Une brève histoire de l'avenir. Aujourd'hui, Jacques Attali dirige à la fois Planète Finance, une ONG spécialisée dans le microcrédit, et un cabinet international de consultants. Quant au G8, il ne se fait plus trop d'illusions sur le résultat. On en fera un beau communiqué, écrit-il sur son blog, on se posera la question de l'utilité du G8, et comme chaque année, on passera à autre chose. Nous avons rencontré Jacques Attali, c'était jeudi, à Paris. Jacques Attali, bonjour. Bonjour. En parcourant votre blog, je me suis aperçu qu'aujourd'hui, sur les réunions du G8, vous êtes devenu un peu sceptique. Pourtant, ces sommets, vous en avez fait 11. Alors, c'était mieux avant? C'est vrai qu'on a toujours tendance à penser qu'avant c'était mieux parce qu'on y était. Non, je ne pense pas que ce soit mieux, je pense que c'est pareil. Que parfois ça aboutit à des choses concrètes, et puis parfois pas, et que celui-là va sans doute pas aboutir à des choses concrètes. Mais je ne veux pas dire que je suis contre les sommets, je crois qu'ils sont très utiles, parce que c'est mieux que rien, pour dire simplement les choses. Il y a une globalisation des marchés, mais s'il y avait aussi une globalisation de la démocratie, des institutions internationales, du droit, le monde se porterait beaucoup mieux. Et les marchés eux-mêmes y ont intérêt, parce que si les marchés continuent à être seuls maîtres sans gouvernance, on va avoir des marchés légaux, puis des marchés criminels, puis un refus des marchés par les opinions publiques, et les marchés seront victimes. Donc on a vraiment intérêt à ce que cette globalisation s'améliore et que le G8 se renforce, se transforme, devienne plus légitime. Vous avez été donc ce qu'on appelle Sherpa, c'est-à-dire conseiller spécial du président chargé de préparer ce sommet. Entre autres de la préparation du sommet. Alors, comment ça se passe à l'intérieur? Comment ça se passe 6, 7, 8 chefs d'État qui discutent ensemble? Est-ce que c'est des conversations feutrées? Est-ce qu'il peut y avoir des clashs? D'abord, c'est très préparé.
parce que les Sherpas se voient... C'est pas très spontané, quoi. Non, d'abord c'est très préparé au sens où les Sherpas se voient 6 ou 7 fois par an, oui. discrètement dans le pays hôte, pour préparer un communiqué, oui. où il y a des accords qui peu à peu s'établissent, dont les chefs d'État sont très impliqués, puisqu'entre les réunions et de ça, et il ne reste à discuter que soit ce qui est entrecroché, c'est-à-dire sur lequel on n'a pas tout trouvé d'accord, ou des sujets qui surgissent au dernier moment, ou des sujets dont on va parler par le hasard de la conversation. Alors, pendant le sommet lui-même, on prend le communiqué ligne à ligne, et puis ce qui a été accepté, on ne le remet pas en cause. La tradition veut que oui. ce qui a été accepté avant passe. Moi, je connais un sommet où tout était énorme. Il y a eu beaucoup de décisions prises. Le sommet de 89 à Paris. Énormément de décisions très importantes prises, en particulier sur le blanchiment de l'argent, sur l'environnement. Énormément, où le sommet a duré 1 heure. Ah oui. Parce que tout avait été agréé avant. Et on a eu un mal fou, même, à donner le change à l'égard de la presse. Et à trouver des sujets de conversion entre chefs d'État qui n'avaient plus de raison d'être parce que tout avait été au point. Est-ce qu'il y a des à l'inverse, il y a le sommet où il y a des clashs où les chefs d'État s'engueulent, pour parler le plus dur que j'ai vu, même si j'en ai vu beaucoup de durs, le plus dur que j'ai vu, c'est un sommet aux États-Unis en 1983, donc c'est pas hier, oui. où il y a eu une opposition entre la France et les États-Unis extrêmement violente sur la question de la prise en compte des forces nucléaires françaises dans le décompte d'un désarmement qui aurait conduit à mettre la France en situation de dépendance de ces armements pour les États-Unis. La France disait non, le président américain disait oui. C'était une extrême violence verbale. Et à un moment, pendant que François Mitterrand parlait, le président Reagan a tapé violemment sur la table et a même jeté ses dossiers derrière la table à la tête de François Mitterrand. C'était un moment... Et comment il a réagi, lui? Il a continué à parler très calmement. Ensuite, il y a eu des menaces beaucoup plus puissantes, fortes, graves, qui ont été adressées à la France dans les couloirs de cette conversation. Mais c'est plus proche du rodéo que du sommet feutré, là. Dans certains cas, oui. Dans certains cas, quand quelqu'un a un intérêt médiatique à ce que ça aboutisse, ça devient extrêmement grave. Aujourd'hui, les critiques de ces sommets, même si vous dites qu'elles n'ont pas commencé cette année, que c'est chaque année la même chose, mais les critiques deviennent quand même de plus en plus vivaces. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui disent « mais ça c'est vraiment n'importe quoi, c'est le sommet des maîtres du monde ». Oui, mais il vaut mieux que les maîtres du monde se réunissent publiquement et fassent un communiqué plutôt que de se réunir secrètement. Deuxièmement, les vrais maîtres du monde, c'est les marchés financiers qui, eux, ne se réunissent pas et qui vraiment gouvernent beaucoup plus de pouvoir que les gens qui se réunissent. Et troisièmement, progressivement, on voit arriver dans ces sommets des gens qui, avant, n'y étaient pas. D'abord, ça a été un tête-à-tête entre les États-Unis et l'Europe. Ensuite est arrivée la Russie. Et là, on voit arriver, depuis d'ailleurs une initiative française que nous avions prise en 1989, les grandes puissances du pays du Sud. Alors, et qui ne sont pas invités formellement au G8. Non, ils ne sont pas invités. On a l'impression que c'est une sorte de clan, de famille riche comme ça. Oui, mais ça va changer. Qui laisse les autres dehors. Ça va changer. C'est en train de changer. On ne peut pas discuter de l'environnement ou de la pauvreté sans l'Inde et la Chine. Oui, parce qu'on a l'impression que les gens sont dans l'antichambre. Oui, les pauvres attendent que les riches Mais ça, c'est une position des États-Unis. Si les États-Unis, depuis déjà presque 20 ans, les Européens, et moi j'en ai été un des premiers artisans, nous avons tout fait pour faire en sorte que la Chine, l'Inde, le Brésil, le Nigeria viennent. Et les Américains n'en ont pas voulu. Ils ont imposé la présence du Canada, puissance sympathique et pour qui j'ai une admiration particulière. Ils ont demandé la présence de l'Australie, qui évidemment aurait renforcé le camp anglo-saxon. Ce serait le G9 alors. Ce serait le G9, mais si vous ajoutez l'Australie, vous avez une voix assez proche de la voix anglo-saxonne. Et donc, pour l'instant, c'est bloqué. Et qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent que ces sommets sont devenus aujourd'hui un rituel? Vous avez les chefs d'État qui discutent, les manifestants qui manifestent, les casseurs qui cassent, et puis les policiers qui essayent de protéger. Oui, c'est un rituel. En soi, les rituels, c'est plutôt réconfortant. On retrouve des habitudes, comme la fête de Noël, la fête de Pâques. Bon, disons, à Gênes, c'était pas très réconfortant. Mais alors, ce qui est important, c'est de voir les décisions, encore une fois, qui sont prises. Quand il y a décision, ça vaut la peine. Les manifestants, moi, je suis très fâché contre eux. Parce que je trouve que c'est qu'on fasse un contre-sommet pour discuter à côté, c'est très important. Les ONG ont un rôle très important à tenir. Mais que l'on fasse des manifestations violentes, ça ne sert à rien. Sauf à faire en sorte que les gens puissent s'exprimer de façon violente et nient eux-mêmes la démocratie au nom de la démocratie. Donc, selon vous, les manifestants qui critiquent la légitimité des dirigeants du G8 ont tort? Non, ils ont raison de la critiquer, mais de là à se transformer en casseurs, c'est pas véritablement la bonne façon de le faire. Il vaut mieux renforcer, trouver les façons de le renforcer. Et moi, je préfère, disons, les ONG qui font aux ONG qui crient, quoi. Ça me paraît plus utile.
Jacques Attali, dans ce sommet en Allemagne, tout le monde dit déjà que de toute façon, quoi qu'il se passe, quelle que soit la teneur du communiqué, on ne va pas vraiment avancer sur le réchauffement climatique, oui, mais on ne va pas avancer sur l'aide à l'Afrique. C'est pour ça que ce sommet-là, non pas tous les sommets en général, ce sommet-là va être particulièrement décevant sur 3 sujets. Le climat, mais ça il fallait s'y attendre, les États-Unis ne veulent pas, pourquoi voudraient-ils plus aujourd'hui qu'hier ? Ils veulent rien entendre aussi longtemps que leurs technologies ne sont pas au point pour noyer le marché avec leurs technologies. Et ils ont raison. Si j'étais américain, je ferais pareil. D'accord. Et ils sont pratiquement prêts. Dans 1 an, quel que soit le prochain président américain, ça sera le plus écologiste de la planète. Et deuxièmement, sur l'Afrique, on ne fera rien non plus. Et troisièmement, sur un sujet très important, qui sont les fonds spéculatifs, les hedge funds et autres dérivatifs, où il y avait un sujet, où il y avait une demande de mise en place d'une régulation. Le sommet du G8 va démontrer que les soi-disant plus puissants du monde sont beaucoup moins puissants que les marchés. Jacques Attali, il y a un problème dont vous parlez souvent dans vos livres et que le G8 n'aborde pas, c'est celui de la quantité de plus en plus grande, de la partie de l'économie de plus en plus grande qui file dans des paradis fiscaux, qui passe à travers les mailles du filet fiscal, qui part des fois dans des activités de blanchiment, même dans des choses criminelles. Cette part augmente. Est-ce que la Suisse joue un rôle dans ce problème? Moins qu'avant, mais comme tout le monde, elle joue un rôle. Disons que sur 50 trillions de dollars de production mondiale, à peu près 10% qui sont d'origine criminelle ou illégale, ce qui fait beaucoup, ça fait 5 trillions, 5 000 milliards de dollars. Ouais, c'est pas mal. Et en matière financière, ça fait plus que ça. Donc on a une activité criminelle qui génère beaucoup d'argent dans la drogue, dans le trafic d'armes, dans l'économie sexuelle, qui malheureusement représente presque 1,5 milliard de 1,5 trillion de dollars dans l'économie mondiale, ce qui est absolument gigantesque. Donc on a véritablement une économie criminelle considérable qui passe par les banques, qui, lorsqu'elles ne sont pas totalement transparentes dans l'origine de leurs fonds, sont suspectes. Aujourd'hui, la Suisse, comme le Luxembourg, comme Monaco, ont fait beaucoup de progrès, mais enfin, il reste encore pour tout le monde à faire des progrès. Et aujourd'hui, la vigilance par les organes internes aux banques de compliance, comme on dit, et en particulier en Suisse, ont beaucoup augmenté. Chacun craint beaucoup de voir la justice lui tomber dessus. L'autre chose qui en Suisse fait polémique depuis des mois et des mois, c'est l'évasion fiscale et les riches étrangers qui viennent s'installer en Suisse pour fuir les impôts de leur pays. Il y a eu le cas célébrissime de Johnny Hallyday. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est un des plus grands dangers qui est lié au précédent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une concurrence fiscale des nations, toutes les nations, pour garder leurs citoyens, vont abaisser leurs impôts. S'ils vont abaisser leurs impôts, leurs services publics vont baisser, leur capacité même à maintenir l'état de droit va baisser, donc l'économie criminelle va être plus puissante. Donc plus l'impôt est bas, plus l'économie criminelle est puissante. Et donc cette concurrence de l'impôt est extraordinairement dangereuse. Vous dites même que cette situation pourrait faire que l'économie échappe à tout contrôle et qu'on arrive dans des situations quasi révolutionnaires. Elle est aujourd'hui sans contrôle. Elle est sans contrôle parce que le marché très efficacement produit beaucoup de richesses. La croissance mondiale est la plus haute de l'histoire de l'humanité, 5% par an. Et même la croissance par tête, qui dépasse 3% par an, est très élevée. Mais cette croissance est de plus en plus inégalement répartie. Le revenu des gens qui gagnent beaucoup est de plus en plus élevé. Les gens sont de moins en moins nombreux à gagner beaucoup. Et les gens pauvres sont très, très importants. Disons qu'aujourd'hui, vous avez à peu près le tiers de l'humanité qui survit avec moins de 2 dollars par jour, ou 2 euros par jour, ce qui est extraordinairement faible, que dans 50 ans, ce sera la moitié de l'humanité, au moins de 2 euros par jour, quand vous avez aujourd'hui 1% de l'humanité qui contrôle la moitié des richesses mondiales. Donc là, c'est une situation plus explosive que celle de la Révolution française, de la Révolution russe, en plus avec une situation de transparence, puisque tout le monde le sait, c'est disponible grâce à vous, aux médias de façon beaucoup plus évidente. Ça, c'est évidemment source de violence. Et la pauvreté créera des révolutions. Mais Jacques Attali, ce sera ma dernière question. Si la situation est aussi apocalyptique que vous me le dites, le G8 ne sert vraiment à rien. Pourquoi est-ce qu'on ne le supprime pas? Mais si on le supprimait, ce serait pire. Parce que si on le supprimait, les marchés seraient vraiment triomphants. Il ne faut pas le supprimer. Il faut le fusionner avec le Conseil de sécurité, donner un vrai pouvoir au Conseil de l'ONU, des Nations Unies. Parce que ça, c'est l'organe légitime. Et si on avait le G8 au Conseil de sécurité, donc si on avait dans le G8 la Chine qui est au Conseil de sécurité, mais aussi l'Inde qui n'est pas au Conseil de sécurité et qui devrait y être, on aurait alors une instance légitime qui contrôlerait les institutions internationales, mais on en est très loin. Je ne suis pas sûr qu'on verra ça jamais. On le verra sans doute après une révolution, comme on a fait d'ailleurs des Nations Unies après la Seconde Guerre mondiale, et pas à la place. D'accord. Eh bien, écoutez, on va en rester là pour l'instant. Jacques Attali, en tout cas, merci d'avoir répondu aux questions de mise au point. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée.